Alors voilà, tout semble être en place pour ce point de presse du directeur national de la santé publique du Québec qu'on va écouter tout de suite. COVID-19 au Québec. Docteur Boileau, ensuite nous passerons en période de questions. Évidemment, période de questions présentielle d'abord, virtuelle ensuite, franco-anglo dans l'ordre. On demande aux journalistes aujourd'hui une seule question. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de journalistes dans la salle et si on a le temps, on fera un second tour. Docteur Boileau, la parole est à vous. Alors, bonjour. Je vous remercie d'être présent en ce dimanche avant-midi. Hier, on a eu beaucoup de rencontres avec ce matin. La situation a continué d'évoluer au cours des derniers jours. C'est pourquoi je trouvais important de faire le point aujourd'hui. C'est une question de transparence. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois au cours des dernières semaines, avec la levée de la plupart des mesures, on se préparait à une hausse de cas. C'était attendu. On s'agissait pour nous d'un risque calculé avec les récents assouplissements. On n'est donc pas surpris. On suit la situation de près sur plusieurs indicateurs. On voit notamment une augmentation de cas dans la population. On le voit également de façon plus spécifique chez les travailleurs de la santé. Déjà, en moins d'une semaine, autour de 60% de plus de congés dus à la COVID chez les travailleurs de la santé. Donc, c'est important. On constate aussi une augmentation des hospitalisations dans plusieurs régions. La Gaspésie, les îles de la Madeleine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la capitale nationale aussi, Chaudière-Appalaches, dans une moindre mesure, mais la montée est quand même préoccupante. La région de Montréal semble moins touchée pour l'instant au niveau de la hausse des hospitalisations. Il y en a, mais on voit que la transmission se répand partout au Québec et ça affecte donc tout le monde, toutes les régions. Les taux de positivité aussi sur les tests qu'on fait sont à la hausse. Alors, tous ces indicateurs-là, ensemble, nous laissent croire que le Québec vit présentement une hausse qui continue de s'installer. Je précise qu'on ne peut pas confirmer au moment où nous sommes pour l'instant qu'il s'agit véritablement d'une 6e vague. On sera en mesure de confirmer ça lorsque les données seront cumulées sur plusieurs journées encore. Alors, on avait réussi hier à obtenir de nouvelles modélisations et de nouvelles projections de l'INES. Et si la tendance actuelle se maintient, il est vraisemblable que les hospitalisations vont continuer à augmenter. Alors, les personnes vulnérables, que ce soit en raison de leur âge, en raison de leur immunosuppression notamment, et particulièrement les personnes qui cumulent les deux en plus, sont à risque de complications et doivent être plus vigilantes. On l'a dit, on le redit, il faut apprendre à vivre avec le virus. Soyons clairs, il n'est pas question de remettre des mesures populationnelles comme celles qu'on a déjà connues. Toutefois, il faut que chaque personne agisse de façon responsable selon sa situation, pour elle comme pour les autres. Il est normal qu'avec la fin des mesures populationnelles, que la population veuille en profiter. On le voit. Mais à ça, j'insiste vraiment, pour ceux qui sont à risque, s'il vous plaît, soyez prudents. Le variant BA2 se transmet encore plus rapidement. Demeurez vigilants et faites en sorte de vous protéger. Le variant BA2 progresse. Il y a une semaine, on était déjà à 57 % et on s'attend vraisemblablement en ce moment à faire aisément le calcul qu'il y a au moins le 2/3 des cas qui sont des cas de BA2 à travers le Québec. Alors, vivre avec le virus, même le BA2, mais de façon responsable, ça peut être faire plusieurs choses. D'abord, on le répète, mais les consignes de base sont toujours de mise. Le lavage des mains, la distanciation physique, le port du masque. On ne dit pas aux personnes qui sont plus âgées ou qui présentent des risques de développer des complications de ne plus sortir. C'est pas ça qu'on dit. Mais il faut vraiment faire attention parce que le risque est réel. La plupart des éclosions actuellement proviennent de rassemblements, que ce soit entre amis, entre collègues ou en famille. Et aussi, j'insiste vraiment sur ce point, on doit s'isoler et faire un test de dépistage rapide dès l'apparition de symptômes qui s'apparentent à la COVID-19. Alors, on fait appel au sens civique des Québécois. Le temps où, malgré les symptômes grippaux, on se présentait au travail, c'est révolu, ça. Aujourd'hui, on doit rester à la maison. C'est une question de respect de l'autre. Les tests rapides sont disponibles en pharmacie. Toutes les personnes peuvent s'en procurer au moins une boîte à chaque 30 jours.
Alors, si le résultat est positif, on doit s'isoler. Et s'isoler, ça veut dire rester à la maison pour une période minimale de 5 jours à partir de la date du début des symptômes ou du test rapide. Mais ce qu'il faut ajouter, et c'est très important, c'est qu'on est tout de même contagieux pour une période de 10 jours. Alors, ce n'est pas juste 5 jours la contagion, là, c'est 10 jours. Alors, si les symptômes se sont améliorés, qu'on n'a plus de fièvre, après 5 jours d'isolement, on peut, oui, reprendre certaines activités, mais en s'assurant de surprotéger les autres, parce qu'on est contagieux potentiellement. C'est pas un retour à la normale après 5 jours, là, soyons bien clairs. C'est de continuer à considérer qu'on est contagieux. Alors, il faut demeurer très prudent en prenant plusieurs mesures de précaution. Porter un masque lors de toute interaction sociale, donc avec des amis, au travail ou quoi que ce soit, ou évidemment dans les marchés où on va. Respecter une distance de 2 mètres avec les autres, autant que possible. Éviter les contacts avec les personnes les plus vulnérables, soit à cause de leur âge ou des maladies qu'elles peuvent avoir. Donc, éviter ça pendant la période où on peut être encore contagieux. Alors, je rappelle donc que la période d'isolement à domicile est de 5 jours pour les personnes qui sont adéquatement vaccinées. Pour les personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées, cette période d'isolement doit être de 10 jours parce que les risques de développer la maladie sont très grands et pas de développer, mais d'être contagieux sont beaucoup plus grands. Alors, en résumé, nous ne sommes pas dans la même situation qu'en décembre et en janvier dernier, mais la santé publique que je présente aujourd'hui suit tout ça de très près. La montée du variant BA2 est préoccupante. Les outils à nos dispositions, comme la vaccination, sont totalement disponibles. Si on veut protéger notre système de santé, on veut aussi protéger les personnes les plus vulnérables. Et là-dessus, je vous remercie et je me rends disponible pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, Dr Boileau. Donc, on passe à la période de questions dans la salle. En présentiel, avancez-vous au micro, nommez votre nom et votre média. Merci. Bonjour, Véronique Dubé de TVA. Vous dites on semble se diriger vers une 6e vague. Pourquoi ne pas lancer un message plus clair aux Québécois, comme quoi c'est sûr qu'on n'évitera pas la 6e vague? Dites-nous pourquoi, là, scientifiquement, on n'est pas en mesure de lancer ce message-là. Bien, d'abord, c'est une question qui nous préoccupe aussi sur le plan strictement scientifique pour vraiment affirmer une 6e vague. On laisse ça aux dispositions de l'Institut national de santé publique. Donc, il y a des équipes d'épidémiologistes qui sont capables de faire la confirmation officielle de cela. Si vous nous demandez si on est en route pour cela, en toute vraisemblance, oui. Il y a une augmentation des cas et on a la présence d'un variant beaucoup plus contagieux, là, de 30-40 %. Certaines études vont même à 80 %. Mais mettons que déjà le Omicron était très contagieux. Là, vous rajoutez ça par-dessus, ça fait en sorte que ça peut se répandre encore plus. On a la chance d'avoir une population vaccinée pour plusieurs. Même plusieurs auront fait l'Omicron jusqu'à maintenant. Donc, il y a une certaine immunité collective qui est là. Mais ça n'empêche pas qu'on peut voir aussi une répartition de ce virus-là chez les gens qui ne l'auront pas encore eu. Et même chez des gens qui auront eu l'Omicron, on a des cas qui se réinfectent avec le BA2. Ça s'avère très rare, mais ça existe et on les voit même chez les travailleurs de la santé. Alors en ce moment, on n'est pas en mesure de confirmer qu'il s'agit d'une 6e vague. On va suivre la situation de très près et on va l'annoncer lorsque ce sera officialisé. Merci. Prochaine question. Jean-Louis Bordelot du Devoir, vous avez parlé qu'il y a une augmentation de 60 % des congés dus à la COVID chez les travailleurs de la santé. Pouvez-vous nous indiquer en absolu combien de personnel manque dans le réseau de la santé? 8600 ce matin. Il y a 8600 travailleurs de la santé qui sont absents du travail pour des raisons de maladie et évidemment la majeure partie c'est la COVID. La hausse récente, là, c'est la COVID. On a déjà atteint durant les mois de janvier, là, on vient de traverser cette période difficile du mois de janvier. On était au-delà de 15 000. On estime que c'était entre 16 et 20 000 personnes qui étaient absentes du travail. Donc, à 8 600, on est rendu là, ça fait une semaine que ça monte. Il y a une préoccupation et on croit qu'il y a une situation qui est assez particulière parce que
les employés de la santé, comme tout le monde, ont droit de vivre aussi. Et ils ont vécu, là, dans les dernières journées, des rassemblements, des liens avec des amis, des familles, sortir, tout ça. Et c'est pas qu'ils ramènent l'infection dans le milieu hospitalier ou dans les milieux de soins. C'est plus qu'eux autres en souffrent aussi. Puis on ne peut pas les ramener aisément. Il faut quand même être prudent. Alors, il y a une poussée forte de ce côté-là. Et quand on est dans des régions où les systèmes de soins sont pas répartis avec tant d'installations, comme par exemple au centre de Montréal, on est en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, ça peut être plus difficile et c'est ça qu'il faut surveiller beaucoup, beaucoup. Merci. Prochain journaliste, s'il vous plaît. Oui, Olivier Lefebvre de Radio-Canada. Monsieur Boileau, au sujet de la fin du port du masque à la mi-avril, sauf dans les transports en commun, c'est dans moins de 3 semaines, ça. Ouais. Est-ce que c'est toujours maintenu? Pour l'instant, on continue à porter le masque et on recommande qu'il soit porté. Il y a d'ailleurs des messages de d'autres personnes qui commencent à circuler pour encourager les gens à maintenir le port du masque. Pour nous, on avait dit que si le paysage continuait à s'améliorer, comme on le voyait, qu'il était vraisemblable qu'on puisse le retirer comme obligation avant le 15 avril, excusez-moi. Mais on va le garder jusqu'au 15 avril. On va s'approcher du 15 avril, on verra rendu là. C'est dans 3 semaines, comme vous le dites. Donc, soyons attentifs à l'évolution. Puis, si ça va bien, ça sera le cas. Sinon, on verra, on en reparlera. Merci beaucoup. Prochaine question dans la salle. Oui, Camille Payan, Journal de Montréal. En fait, l'OMS a déclaré cette semaine que plusieurs pays européens avaient levé trop brutalement les mesures. Croyez-vous que c'est le cas au Québec? On est allé trop vite dans l'assouplissement de certaines mesures? C'est une question intéressante parce qu'on se faisait toujours dire qu'on était les plus retardataires. Et en fait, quand on regarde ça sous cet angle-là, on n'a certainement pas été trop vite. Il y a d'autres juridictions qui ont levé ça beaucoup plus vite que nous. Et ici au Québec, on a été très attentifs. On l'a fait de façon graduelle, progressive. Et on avait bien dit que nous nous attendions à une hausse de cas. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est une hausse de cas qui était attendue, qui était mesurée. L'addition toutefois du BA2 dessus, ça c'est quelque chose qui a surpris l'ensemble du paysage européen et ici aussi. C'est pour ça que ce matin, on insiste sur le fait que ça continue à évoluer. Ça peut évoluer peut-être d'une façon plus accentuée que plusieurs l'espéraient, moi le premier, mais il y a moyen de survivre avec ça et de prendre les mesures et surtout pour que les citoyens en soient conscientisés et que les personnes qui sont à risque de développer une maladie grave puissent en profiter, d'avoir de la vaccination, bien sûr, mais aussi d'être prudents, d'être attentifs à leur situation. S'il y a des gens qu'on veut voir, peut-être reporter ça d'une semaine ou deux, d'attendre de voir l'évolution de la situation. Puis, ça fait quand même un certain temps qu'on vit avec le virus. Là, c'est le temps de aussi apprendre à vivre en continu avec le virus, puisqu'il ne partira pas. Merci. Est-ce que j'ai des questions en français, en virtuel? Je ne vois pas de main levée. Alors, non, ça c'est pour les Anglais. Parfait. On revient donc dans la salle, s'il vous plaît, en anglais. Hi, Dr. Boileau, Rob Lurie, CTV News. So you say that we are... Luc Boileau, directeur national de santé publique par intérim, qui répond maintenant aux questions en anglais. Il vient de faire le point sur la situation de la COVID-19 au Québec. On va prendre le temps d'analyser un peu tout ce qui s'est dit ce matin avec Benoît Barbeau, oui, qui est virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Monsieur Barbeau. Bonjour, Mme Lévira. Alors, commençons par cette partie où il a dit on s'attendait à une hausse de cas. Vous, avec votre expertise, j'imagine que vous aussi, vous étiez déjà prêt à observer qu'il allait avoir une hausse de cas, surtout après la semaine de relâche. Oui, bien certainement. De toute façon, on devait s'attendre à ce que cette réduction, cette diminution progressive de la 5e vague allait soit former un plateau ou mener justement à une augmentation de cas d'infection. Alors, depuis qu'on a débuté le retrait des mesures, et là, on l'a fait de façon de plus agressive au mois de mars, eh bien, c'est certain qu'on favorise la transmission du virus. Donc, on accentue les contacts personne à personne et évidemment, c'est comme ça que le virus peut se transmettre. Alors, ce n'est pas une surprise de voir cette augmentation qui est quand même marquée en termes de cas d'infection. Une augmentation en ce moment qu'on estime, qu'on évalue en fonction d'une
priorisation pour les tests PCR, mais aussi les tests de dépistage rapide, donc qui se fait à la maison. Et l'autre point aussi, c'est évidemment, lorsque vous avez une augmentation de cas d'infection, vous avez une augmentation de cas d'hospitalisation. Alors, c'était quand même prédictible et c'est ce que le Dr Boileau affirme. Est-ce que vous êtes prêt à dire qu'on est, on est rendu dans la 6e vague, même si ça n'a pas été officiellement dit? Bien, c'est comme le Dr Boileau a tenté d'esquiver un peu la question, du moins c'est certain que c'est une question scientifique ou que l'INS va être capable de statuer. C'est des épidémiologues qui déclarent oui ou non si on fait face à une 6e vague, mais certainement, vous savez, avec ce qui se passe en Europe, on n'est quand même pas trop isolé. Rappelons-nous, à travers cette pandémie, souvent, un des indicateurs qui était très, très fiable était la situation en Europe. Alors, la 6e vague, si elle n'a pas commencé, elle devrait être déclarée officiellement sous peu. Alors, mais vous savez, on parle de 5e vague, on voyait qu'elle s'affaissait. On est dans une situation qu'on est dans une pandémie. Il y a une nouvelle vague qui va commencer. C'est comme un peu écrit, là, c'est clair, mais il va y en avoir d'autres. Et c'est un peu la situation qu'on doit vivre avec le virus. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres variants et d'autres vagues qui vont venir, évidemment, nous frapper. Donc, parce qu'il n'est pas disparu, ce virus. Oui, effectivement. Exactement. Et on fait face à une pandémie encore. Donc, on parlait beaucoup d'endémie, qu'on était en transition, mais en ce moment, vous savez, on ne peut pas exactement prévoir quelle est la situation, comment elle évolue en termes dans les prochains mois. Donc, les variants vont apparaître, de nouveaux variants, de sous-variants, et c'est eux vraiment qui vont mener à ces augmentations de cas d'infection. Pas nécessairement d'être aussi catastrophique et difficile comme on l'a vécu en janvier, mais il faut s'y attendre. Revenons sur cette idée d'apprendre à vivre avec le virus. Donc, ça a été dit par le docteur Boileau. C'est un message aussi qui a été beaucoup dit par le gouvernement également. Mais aujourd'hui, le directeur national de santé publique a fait un appel au sens civique des gens. Est-ce que ça vous étonne que ce message vienne de la santé publique? Je crois qu'en fait, la santé publique aussi doit avoir une responsabilité de communiquer avec la population et de s'assurer en effet que la population du Québec reçoive les bonnes informations, comprenne justement l'importance d'être conscient face à cette pandémie aussi, de se responsabiliser. Alors, je crois que c'est quand même bien de voir que la santé publique aussi participe à cette communication parce que, en fait, l'enjeu principal est de s'assurer que les Québécois et les Québécoises comprennent justement qu'il y a non seulement des actions qui doivent être portées par le gouvernement, mais des actions aussi qui doivent être portées par la population. En d'autres mots, s'assurer justement de maintenir un contrôle face à ces augmentations de cas, donc minimiser les contacts, surtout face aux personnes qui sont plus vulnérables. Et si vous faites partie de la population vulnérable, assurez-vous donc d'être plus vigilant, de minimiser ces contacts et puis donc utiliser justement les mesures qui font en sorte, ou les bons comportements qui font en sorte que vous êtes moins disponible. Monsieur Barbeau, je vous coupe parce qu'on retourne ici pour la suite de ce point de presse. C'est inversé selon les calculs, les estimations. Ça, il est trop tôt pour le dire. On observe beaucoup ce qui se passe du côté des autres juridictions européennes, puisqu'elles expérimentent pour certaines plutôt déjà une baisse. Il est trop tôt pour le dire. Il faut vraiment voir comment cette progression-là peut évoluer, puisqu'il est vraisemblable aussi qu'au Québec, avec la force de la vaccination qu'on a eue et qu'on aura et qu'on a encore, avec la contagion qu'on a visiblement eue au cours des dernières semaines et des derniers mois, que ça puisse prendre une forme différente. Donc, il faut être patient puis regarder où ça peut aller. Nous estimons toutefois que la hausse des cas pourrait atteindre... Disons que si je veux chercher le consensus d'expertise, quand on calibre tout ce qu'on a, pourrait atteindre ce qu'on a connu la moitié de ce qu'on a connu en janvier. La moitié de ce qu'on a connu en janvier. Et ne pas aller jusqu'à la hauteur de janvier. C'est possible, mais c'est peu probable. Merci. Pour laisser la chance à tous, on va aller en ligne en français. Une journaliste s'est ajoutée. La presse canadienne, Clara Descurninges, s'il vous plaît. Bonjour. En fait, je voulais savoir, avec la hausse des cas qu'on remarque, est-ce qu'on envisage de plus en plus de faire un 4e tour de vaccination pour la population générale? Non, puisque nous avons une forte conviction que l'efficacité vaccinale persiste chez les personnes qui ont bénéficié du vaccin pour la majorité d'entre elles.
nous débuterons cette semaine, en fait c'est mardi, on débute une vaccination en CHSLD, suivie de celle en RPA, ARI, RTF, etc. Et pour les personnes de plus de 80 ans aussi, où il est possible qu'à cause de la distance depuis le moment où elles ont été vaccinées, qu'on commence à voir une perte de l'efficacité vaccinale. Elle n'est pas vue actuellement, donc c'est un geste de prudence, mais on n'a pas idée d'étendre cela pour l'ensemble de la population à court terme. Il est par contre tout à fait vraisemblable que nous ayons des suggestions d'avoir des doses de rappel en avant des vagues que nous pourrions projeter pour l'automne prochain ou les autres années. Mais pour le moment printanier, là, actuellement, non. Merci. Prochaine question dans la salle. Madame Dubé. Vous nous avez parlé de... En fait, les derniers chiffres qu'on avait, c'était 2200 vendredi. Est-ce qu'on sait déjà ce qui s'est passé là, dans le week-end? Avez-vous des projections déjà demain à quoi on peut s'attendre pour les nouveaux cas quotidiens? On reste plus élevé que ça, là, un petit peu. Mais ce qu'on regarde surtout, ce sont les nombres de travailleurs de la santé, les tests, la positivité des tests et bien sûr les nouveaux cas qui entrent à l'hospitalisation. Et hier, on a eu 107 nouvelles hospitalisations de cas pour COVID. Vous savez, on a souvent des cas en moyenne qui viennent à cause d'une maladie qui est la COVID, en tout cas l'expression de celle-ci. Puis d'autres, on va découvrir qu'ils ont la COVID, mais ils viennent pour d'autres raisons. Mais un samedi, 107 nouvelles hospitalisations. Actuellement, ce pas des gens qui viennent beaucoup pour d'autres raisons. Là. Ils viennent plus pour la COVID. Fait que c'est un chiffre qui nous préoccupe en termes de croissance. Mais Moins 16 vendredi, oui. Là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une bonne augmentation comme ça, autrement dit. Oui, bien, c'est vraiment une augmentation. En fait, la dernière semaine, là, depuis lundi dernier, là, on se fait pratiquement une semaine, c'est différent des tendances des autres semaines avant. Donc, on voit que ça remonte. Comme je le disais, c'est pas quelque chose qui nous surprend. C'est quelque chose, toutefois, qu'il nous faut observer encore avec attention. Et c'est quelque chose qui nous montre qu'il y a une contagiosité augmentée en arrière. Et le signal pour les travailleurs de la santé est important. Le signal pour les régions aussi. Et le signal pour les personnes qui sont plus à risque à cause de leur âge ou leur immunosuppression, ça c'est important aussi, peu importe où est-ce qu'elles sont, mais en particulier, je dirais, pour les personnes qui sont dans les régions qu'on a nommées, il faut vraiment se le mettre à l'esprit, puis adopter les comportements qu'il faut pour éviter d'être infecté, ou lorsqu'on l'est, éviter d'infecter les autres. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question en français, Maïssa Ferra de La Presse en ligne. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Oui. On lisait dans la presse ce matin qu'il y aurait eu des gens au gouvernement qui doutaient du bien fondé des transferts des hôpitaux au CHSLD en mars 2020. Je voulais avoir votre réaction là-dessus, mais aussi savoir si en ce moment, la situation dans les CHSLD avec la hausse des cas, est-ce qu'elle est préoccupante? Est-ce qu'on a encore peur que beaucoup de gens soient contaminés? Bien, à votre première question, moi, je n'étais pas en responsabilité. J'étais le président-directeur général de l'Institut national d'excellence en santé, donc je n'étais pas en responsabilité sur la question de la gestion des cas entre les hôpitaux et les CHSLD. Je pense que les gens ont fait le mieux qu'ils pouvaient dans les circonstances. Il y avait beaucoup moins d'informations qu'on a aujourd'hui sur la connaissance fine de ce virus-là. Alors ça, je vais laisser les gens responsables de répondre à ça. Maintenant, craignons-nous pour les CHSLD, les RPA, enfin, ces différents milieux de vie. Nous avons évidemment une attention toute particulière et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous recommandons, que nous avons plutôt recommandé au gouvernement d'offrir la vaccination dans ces endroits-là le plus vite possible et ça commence dans à peine 2 jours. Donc, nous avons des préoccupations pour faire en sorte d'éviter le plus possible qu'il y ait contamination par éclosion. Et nous suivons les situations de près. Pour l'instant, tout est relativement bien maîtrisé. Et lorsque ça arrive, bien, on est plus qu'attentif. Merci beaucoup. On va terminer cette dernière ronde avec les questions en anglais. Allez-y.
I just want to know about the fourth dose. Are you telling Alors, revenons avec Benoît Barbeau pour revoir un peu tout ce qui s'est dit dans cette conférence de presse depuis le début. Et en fait, je vais vous ramener à la première partie, M. Barbeau, puisque Dr Boileau a rappelé les consignes de base quand il faut s'isoler. Si on est positif à la COVID-19 et qu'on a été vacciné, il faut rester 5 jours à la maison. On continue à être très vigilant pendant 10 jours parce qu'il faut continuer à protéger les autres. Et ma question, c'est, on a quand même eu une vague d'Omicron très forte à Noël, après Noël, donc au début de l'année. Est-ce qu'on est quand même mieux protégé face aux sous-variants BA2? Ça, c'est une bonne question, en effet. Puis, ce qu'on voit un peu en termes d'études qui sortent là, à l'extérieur du pays démontre en effet que si vous avez été infecté par le variant Omicron et que vous êtes face au sous-variant BA.2, vous êtes probablement mieux protégé, en effet. Donc, il y a une certaine... ce qu'on appelle des réinfections sont quand même en ce moment des événements qui sont jugés comme étant rares. Non, pas impossible, et d'ailleurs, c'est ce que le Dr Boileau mentionnait, il y a des cas de réinfection, mais certainement, étant donné qu'une bonne partie de la population a été infectée par le variant Omicron, bien, ça se rajoute à on pourrait appeler l'immunité de la population, en plus, évidemment, du fait qu'on est quand même hautement vacciné. Alors, cette protection-là est quand même importante. Maintenant, il faut se rappeler, et c'est ce que le Dr Boileau a mentionné, donc, bien, du moins le suggérer, c'est cette fameuse dose de rappel, cette troisième dose-là est quand même importante parce que même si vous êtes peut-être infecté, on essaie quand même d'augmenter cette protection maximale. Donc, que ce soit une infection naturelle chez une personne vaccinée ou recevoir une dose de rappel, je crois que ça vous donne une très bonne protection. Et c'est pour cette raison qu'on pourrait être quand même bien avantagé face à cette 6e vague qui débute. Alors, c'est certain que c'est un scénario fort probable, mais il faut surveiller la tendance. Et c'est ce que, évidemment, l'Agence de santé publique, la santé publique du Québec doit faire de façon très attentive. Troisième dose, peut-être même 4e pour certaines personnes, toujours dans cette idée d'efficacité dans le temps, parce que les vaccins ont une durée qui expire. Allons-y comme avec cette image. On a parlé aussi du port du masque. Dr Boileau est resté quand même assez prudent. Il dit on va réévaluer la situation à la mi-avril pour voir si on peut laisser tomber cette obligation de le porter en tout temps dans les lieux publics. Mais ça reste que, on dirait que c'est la barrière peut-être la plus efficace en ce moment, le port du masque. Bien, c'est clair que depuis le début de la pandémie, vous savez, on a quand même tergiversé gravement avec le port du masque. Ça a été vraiment un enjeu qui a été important. Puis, comme vous le mentionnez, quand même, le masque en soi, d'après certaines études, démontre que cette barrière-là permet de protéger les gens à proximité d'une personne qui pourrait être contagieuse. Il y a aussi une protection pour la personne qui le porte. L'important, donc, c'est le fait qu'on doit porter le masque, on doit bien le porter, et puis il y a aussi des masques qui sont de plus haute qualité. Alors, en ce moment, on voit que le Dr Boileau, et je crois que c'est une bonne façon d'y répondre à la question, on ne peut pas vraiment s'assurer de pouvoir aller de l'avant avec le plan qui avait été proposé, en d'autres mots, le retrait du port du masque, sauf les transports en commun à la mi-avril. Je crois que la situation évolue. C'est une pandémie, elle évolue, elle continuera à évoluer. Alors, en ce moment, je crois qu'on doit vraiment être vigilant et regarder un peu quelle sera la situation épidémiologique dans les prochains jours et semaines et statuer si vraiment on pourrait peut-être retarder ce retrait du masque dans des environnements autres que les transports en commun. Alors, ça demeure en effet un enjeu important. On est resté prudent, allons-y comme ça. Une dernière question. Oui, une dernière question pour vous, M. Barbeau, parce qu'on a mentionné certaines régions du Québec qui étaient plus touchées en ce moment par cette hausse qu'on voit ces derniers jours. On a mentionné la Gaspésie, la Côte-Nord. Est-ce qu'on devrait revenir à une approche régionale ou pour contrôler la pandémie, où il y a des mesures comme ça, où on va cibler certaines régions? Est-ce que ça sert à quelque chose compte tenu que les gens se déplacent dans la province? C'est ça. Donc, en effet, au tout début, c'est un bon point, on y avait été vraiment par code de couleur et de façon régionale. Je crois qu'en ce moment, l'approche la plus simple, c'est évidemment d'y aller des mesures et ça évite aussi des confusions. Et comme vous dites, les gens circulent d'une région à l'autre. Alors, en ce moment, Montréal semble être plus épargné que ces autres régions. Mais n'empêche que la situation évolue très rapidement. Il est certain que Montréal va retrouver, et un peu d'autres régions qui sont moins affectées, vont rejoindre un peu ce pelon de tête-là, entre guillemets. Et puis, c'est certain qu'on doit appliquer les mesures autant dans ces régions-là que les régions qui sont moins touchées. Alors, le message est plus clair ainsi.
Et je crois que ça fait en sorte que l'ensemble du Québec est beaucoup plus conscientisé à la situation qui se vit à l'extérieur, mais qui commence à percuter un peu au Québec. Et je crois que c'est la meilleure façon d'agir et d'y aller à travers le Québec, appliquer les mêmes mesures. Et agir de manière responsable, c'était en résumé là, le message aujourd'hui de Dr Boileau. Il ne faudrait pas oublier que Pâques s'en vient, il va y avoir certainement des réunions familiales. Benoît Barbeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonne journée. Bonne journée.